mettre en valeur les produits agroalimentaires maliens et réduire l'immigration, un parc agro-industriel dédié à la transformation des produits agricoles et leur commercialisation sera mis en place dans la commune de Bankoumana, cercle de Kati. Coût de réalisation plus de 13 milliards de francs CFA. Des détails à suivre. Dans cette édition, la chronique Un jour, une formule fera un zoom sur le social. Un comportement qui fait autant de bien que de mal dans notre société. Dans tous les cas, le chroniqueur du jour nous donnera des détails dans quelques instants. Vendredi 3 mars 2023, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tenu hier à Genève de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, dans son intervention, a égrené les efforts consentis par les autorités de la transition. Le chef de la diplomatie malienne a fustigé l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques, géopolitiques et souvent de déstabilisation. Écoutons un extrait de son discours. Nous sommes parfaitement conscients de la responsabilité première de protection des populations civiles qui incombe à l'État. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Mali s'est investi à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes, en déployant des efforts importants pour enquêter sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme, y compris celles formulées à l'encontre des forces de défense et de sécurité maliennes, nonobstant quelques contraintes objectives qui entravent certaines procédures. Ainsi, plusieurs sessions ordinaires de la chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako ont été organisées pour marquer l'engagement du gouvernement à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et à lutter contre l'impunité. La dernière session en date de cette juridiction s'est tenue seulement le 21 novembre 2022 et dans le cadre du travail de ces deux juridictions, des condamnations ont également été prononcées. La détermination des autorités de la transition à veiller au respect des droits de l'homme s'est traduite au plan institutionnel par une innovation majeure, à savoir la création, par décision du Conseil des ministres du 1er février dernier, de la création de la Direction nationale des droits de l'homme, une première dans notre pays depuis son indépendance. Placée sous la tutelle du ministère de la Justice et des droits de l'homme, cette nouvelle structure viendra renforcer les dispositifs institutionnels existants en la matière. Cela s'ajoute à l'adoption de la loi fixant les règles générales relatives à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme et la relecture en cours du Code pénal et du Code de procédure pénale pour, entre autres, assurer un meilleur respect et une meilleure protection des droits humains. Je puis vous assurer que le gouvernement du Mali, tout en s'opposant fermement à l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques et géopolitiques, et même souvent à des fins de déstabilisation, continuera d'œuvrer inlassablement pour leur protection et leur promotion, conformément à nos valeurs ancestrales, notamment celles contenues dans la charte de Kourou-Kanfouga, qui a été adoptée en 1236 sous l'Empire du Mali, dont je vous tiens copie ici. Une copie a été remise au Haut Commissaire aux droits de l'homme et je souhaite que la mission malienne puisse mettre à disposition ce document important en guise de contribution du Mali pour la promotion des droits de l'homme et la mise à échelle au plan international. Le Mali continuera aussi à respecter tous les engagements internationaux qui ont été pris par rapport aux droits de l'homme. À ce propos, je regrette la tendance persistante à la polarisation de nos échanges sur les questions des droits de l'homme et la fixation qu'en font malheureusement. Je vous l'annonçais dans les titres. Bientôt, un parc agro-industriel pour la transformation des produits agricoles et leur commercialisation verra le jour dans la commune de Bankoumana, dans le cercle de Kati. Il permettra de réduire l'immigration et l'importation de ces produits. Le coût de réalisation de ce programme s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA. Nous, Sissoko a suivi le lancement, suivant son reportage.
Le PDZ STACAB, programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako, couvre les cercles de Kangaba, Kati, Koulikoro et le district de Bamako pour une population d'1 600 000 habitants, dont au moins 79% pratiquent l'agriculture. Ce programme vise à réduire l'importation des produits agroalimentaires à travers la transformation des produits agricoles, améliorer la productivité, la production dans les filières porteuses, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les activités de la première phase pilote du programme ont été lancées par le ministre du Développement rural. Le parc agro-industriel va acquérir 35 unités de production et ça va générer à peu près 5 000 emplois. Et chaque unité, il y aura 150 emplois. Donc c'est des usines qu'on va mettre en place et qui vont transformer nos produits. Par exemple, le maïs, les sésames, la tomate et d'autres produits, la mangue. L'aménagement du site viabilisé sur au moins 164 hectares à Bankoumana sur les 200 environ, devra permettre de disposer d'un parc agro-industriel moderne, répondant aux standards internationaux, bien équipé, pour faciliter les activités de transformation, de logistique, de commercialisation des produits agricoles par les entreprises privées. Le Mali fait face à d'importants défis de développement qui nécessitent l'intensification de la production de richesses internes et la lutte contre la pauvreté selon le ministre du Développement rural. Financé par la Banque africaine de développement, à travers les fonds africains de développement, celui du fonds d'assistance pour la transformation, le coût du programme est évalué à 13 milliards 365 millions de francs CFA pour la phase pilote de 5 ans. Au regard de la pertinence de ce projet et de la cohérence de ses objectifs avec la vision de notre politique de développement économique social, je voudrais ici inviter les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et particulièrement les bénéficiaires de s'approprier le programme et faire de ces résultats le but commun recherché. Les composantes du PDZ STACAB sont l'appui à la gouvernance et aux mesures incitatives de la gestion de l'agroparc, le développement des infrastructures d'appui à la transformation agricole, l'appui aux acteurs clés des filières agricoles prioritaires, la gestion et coordination du programme. Sur un tout autre plan, le groupe scolaire de Déguéla, commune rurale de Miniandian, cercle de Kangaba, dispose désormais d'une cantine scolaire. Sa mise à disposition et la remise de kits d'ustensiles de cuisine au comité de gestion scolaire s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la 8e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire délocalisée. La journée, célébrée le 1er mars de tous les ans, est une politique d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de réduction du taux de déscolarisation des apprenants, notamment des filles, nous dit Fadema Keita. Après avoir mis la nouvelle cantine scolaire de Déguéla et les kits d'ustensiles de cuisine à la disposition des autorités locales pour le comité de gestion scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, les partenaires du département, les autorités politico-administratives et scolaires et les notabilités du cercle dégustent en compagnie des élèves les premiers repas préparés. L'offre inattendue faite lors de la célébration de la 8e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire par l'État et ses partenaires est vivement appréciée par les autorités scolaires de la région de Koulikoro. L'objectif général est de donner plus de visibilité à l'alimentation des cantines scolaires pour plus d'enfants scolarisés, la relance de l'économie locale, la promotion des aliments nutritifs pour des écoliers en créant une force puissante afin de nous rapprocher de notre objectif commun, une faim zéro dans le monde. L'Union européenne, le programme alimentaire mondial PAM, Catholique Relief, Éduco et autres tiennent à la pérennisation des dites cantines. Nous appelons les acteurs à affirmer leur leadership dans la gestion des cantines scolaires, dans la gestion des ressources allouées aux cantines scolaires. Parce que la cantine scolaire développe l'école, donc développe une nation. À la lumière des bienfaits de l'alimentation scolaire et son importance capitale pour les enfants, le programme alimentaire mondial et les partenaires continueront d'appuyer les efforts du ministère de l'Éducation nationale
en faveur de la réouverture des écoles. Les équipements et résultats engrangés motivent le gouvernement de la transition à investir cette année près de 6 milliards de francs CFA dans l'alimentation scolaire, dévoile la responsable du département de tutelle. En 2023, la situation de l'alimentation scolaire se présente comme suit. 643 874 000 bénéficiaires, dont 46,93% de filles, fréquentant 2560 cantines scolaires reparties dans toutes les régions du pays, donnant ainsi un taux de couverture nationale en cantine scolaire de 19,47%. C'est le lieu donc de remercier au nom du gouvernement du Mali tous nos partenaires pour leur appui constant à la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire. Dans le sketch présenté, les élèves du groupe scolaire de Déguéla citent la distanciation, la faim, l'orpaillage et autres comme cause de déscolarisation des élèves. Très satisfaits avec la création de cette cantine scolaire, ils soumettent comme doléance à l'État la construction d'une cantine endogène dans chaque établissement. Intensifier la lutte contre la corruption à travers des débats et des activités culturelles et sportives, tel est l'objectif de la Semaine des jeunes contre la corruption. Elle est organisée par les communautés de pratique en matière de lutte contre la corruption CPLC. L'événement se déroule du 1er au 7 mars 2023 sous le thème « Construire ensemble un monde uni contre la corruption ». Le regroupement et ses partenaires étaient face à la presse pour expliquer le contenu de leur projet. C'était en présence de Batraoré. Tous contre la corruption au Mali. C'est la vision d'un ensemble de regroupements de jeunes sous la houlette des communautés de pratique en matière de lutte contre la corruption CPLC. Le regroupement célèbre la 7e édition de son initiative autour du thème « Construire ensemble un monde uni contre la corruption ». La semaine bénéficie du soutien financier de l'École nationale d'administration publique du Québec à travers l'USAID, c'est-à-dire le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. L'objectif général de la semaine de la jeunesse contre la corruption, 7e édition, c'est de créer une synergie d'action entre les organisations de la société civile de lutte contre la corruption, les structures étatiques de lutte contre la corruption et les autorités pour une lutte plus efficace et efficiente contre les phénomènes de la corruption. La semaine de la jeunesse contre la corruption se déroule du 1er au 7 mars 2023. Elle est marquée par des conférences, débats, des activités culturelles et sportives à Bamako et dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Partons à l'intérieur du pays. La région de Mopti a célébré la journée mondiale de la protection civile. Cette journée, placée sous le thème « Rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques », a permis de faire le bilan et d'évaluer les actes posés dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Des précisions avec Idrissa Keïta. La célébration de la journée mondiale de la protection civile à Mopti a commencé par une séance de démonstration sur une maison qui a pris du feu et dans laquelle se trouve une victime inconsciente. Cette démonstration vise à mettre en exergue le travail préliminaire d'un secouriste isolé qui consiste à protéger, alerter et secourir. Pour l'année 2022, il y en a eu 1221 interventions pour 1037 victimes, dont 980 blessés et 57 cas de décès déplorables. Tandis qu'en 2021, il y en a eu 876 interventions pour 1978 victimes, dont 1138 blessés et 99 cas de décès. Malgré les prouesses réalisées, des défis demeurent. L'insuffisance de poteaux d'incendie dans les villes de Mopti et de Sévaré. L'insuffisance d'effectifs, l'absence de la protection civile dans les autres localités à cause de la vulnérabilité de nos équipes de secours. Le thème choisi cette année, à savoir rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques, est assez évocateur. Le contexte dans lequel la protection civile est en train d'opérationnaliser une application à la disposition de l'ensemble des usagers, notamment des applications qui sont disponibles sur le Play Store, qui vont permettre à l'ensemble des populations de participer de fait à la réussite de la mission de la protection civile. Cela est aujourd'hui remarquable et salutaire. En marge de cette journée, une formation sur comment protéger, alerter et secourir passe et initiée à l'intention des élèves des établissements scolaires de Mopti,
Cela grâce à Save the Children et l'UNICEF. Le Mali et la Guinée entretiennent de très bonnes relations. Les flambeaux allumés par les pères des indépendances des deux pays continuent d'être entretenus par les autorités actuelles. Le Mali et la Guinée, qui connaissent tous une transition politique, sont décidés à se battre ensemble pour l'intérêt de leurs populations respectives. La coopération concerne plusieurs domaines, nous dit Mamari Koni. Le Mali et la Guinée sont les poumons d'un même corps. Cette déclaration du président Feu Ahmed Sékou Touré est plus que jamais d'actualité. En attestent les dernières évolutions des relations entre les deux pays. On n'oubliera pas de sitôt cette visite historique du président de la transition guinéenne au Mali le 22 septembre 2022. Le colonel Mamadi Doumbouya a pris part aux festivités de notre fête d'indépendance aux côtés de son frère le colonel Assimi Goïta. Autre visite de haut niveau, celle effectuée de part et d'autre par les présidents des CNT des deux pays. Au lendemain de l'embargo imposé par la CEDEAO à notre pays, la Guinée a largement ouvert ses portes au Mali. Une délégation de haut niveau composée de plusieurs membres du gouvernement s'est rendue en Guinée. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadou Doumbouya, ouvre les portes de son palais à la délégation ministérielle malienne. Le 4 août 2022, plusieurs ministres maliens prennent part au Conseil des ministres au palais Mohamed V de Conakry, une première dans l'histoire des deux pays. Les ministres maliens sont porteurs d'un message du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à son homologue et frère, le colonel Mamadi Doumbouya. Dans le cadre de l'approvisionnement correct de notre pays pendant la période d'embargo, la Guinée a mis son port à la disposition de notre pays. Le premier convoi transportant le coton malien prend la direction du port de Guinée. Une trentaine de camions avec à bord 1000 tonnes de coton-fibre sont mis en route. Le 12 mai, la Guinée facilite l'acheminement de 4 millions de litres de carburant. 52 citernes sont réceptionnées par la douane malienne à Kouré-Mali. Pour dynamiser davantage la coopération économique entre les deux pays, la douane malienne désigne un représentant en Guinée. En août 2022, le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté, l'installe dans ses fonctions à Conakry. En novembre 2022, à la faveur des travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte, Maliens et Guinéens renforcent le cadre juridique existant en signant 11 accords de coopération dans plusieurs domaines. En marge de ces assises, la Guinée met des infrastructures portières à la disposition des transporteurs maliens au port de Conakry. Sur le plan hydroélectrique, les gouvernements guinéens et maliens travaillent sur la construction du barrage de Foumi, un ouvrage d'intérêt commun. Sa réalisation permettra d'augmenter la capacité énergétique des deux pays. Elle apportera aussi à notre pays 90 MW supplémentaires. Sur le plan culturel, les choses bougent aussi entre Maliens et Guinéens. L'artiste chanteur Salif Keita a organisé en septembre 2022 à Kouré-Malé la première édition de la Semaine culturelle, économique et commerciale. Au centre des activités, comment fédérer la Guinée et le Mali. L'une des émissions phares de la télévision nationale Top Étoile a été également produite à Ségiri, en République de Guinée, le 28 octobre 2022. La suite de l'histoire, c'est ce samedi 4 mars 2023 au CICB autour de l'émission La Métigui. Place maintenant à la chronique Un jour, une formule. Elle se pose la question à savoir comment les Maliens vivent le social. De façon naturelle, imposée ou ficelée, Sori Ibrahima Keïta nous éclaircit sur la question. Le travail ennoblit l'homme, a-t-on coutume de dire. Au Mali, la formule s'avère certes, mais il s'en est ajouté une autre, tout à fait inédite, paradoxale. Le social tue. Alors, le social, c'est l'ensemble des actions mobilisées en vue de maintenir la société dans son état. C'est-à-dire que tout est fait pour que la société se maintienne telle qu'elle est. Donc les épreuves, les moments de joie, les cultes, les us et coutumes, tout ceci constitue un ensemble qui est maintenu, soudé et qui part ensemble, qu'on appelle la société. Le social, tel que vécu par ceux qui l'ont imaginé, est censé être un adoucisseur de tous les malheurs difformes dans la société, ou un grain de sel pour mieux agrémenter collectivement les événements heureux. Le social, ce sont les événements que nous célébrons, heureux ou malheureux,
qui entrent dans le cadre de la consolidation du tissu social. Mais voilà. Avec l'évolution des époques, il y a des pratiques qui s'estompent, d'autres apparaissent. C'est le cas aujourd'hui où nous assistons à une monétarisation des pratiques sociales. Ce qui coûte les yeux de la tête, c'est moins la fréquence des événements sociaux dont certains sont imposés par la nature que la tournure qu'ils prennent, désormais sortie méconnaissable du bain révélateur des profiteurs de tout acabit. Vous pouvez vous transporter, vous présenter sur un lieu de décès, sur un lieu de naissance, un lieu de mariage, mais s'il n'y a pas de mobilisation financière, votre déplacement est considéré comme incomplet. Vu l'apparition de phénomènes nouveaux, eh bien, le côté humain ou le côté tout simplement coutumier ou rituel tend à disparaître au profit du côté financier et matériel. En termes d'avenir, je pense que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la gente féminine, par exemple, les femmes profitent de ces occasions pour en faire des scènes de compétition sociale. À la longue, la pauvreté, n'est-ce pas, va s'accentuer. C'est un véritable problème. Chacun doit mettre du sien. On ne peut pas l'interdire, mais il faut sensibiliser pour mettre fin, en tout cas pour que ça s'estompe de façon progressive. On ne peut pas vivre dans une société de paraître, parce que c'est ça notre cas. Nous sommes dans une société de paraître où le paraître bien est plus cher à nous que notre propre bonheur intérieur. Le social au Mali, vous n'avez vu ici que la partie émergée de l'iceberg. Ce dossier, inexorablement, est loin d'être bouclé dans la chronique du jeudi. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.